Bonjour, imaginez une autoroute. Tout le monde peut y rouler gratuitement, il n'y a aucun code de la route, et si quelqu'un tombe en panne, il abandonne simplement sa voiture au milieu des voies. Pire encore, le premier arrivé s'approprie la seule station-service disponible. Ça a l'air complètement absurde, non? Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe au-dessus de nos têtes dans l'espace. Le traité de l'espace de 1967 a été pensé pendant la guerre froide comme un pacte de non-agression dans un milieu que l'on croyait infini. Mais aujourd'hui, avec l'explosion du New Space, des satellites privés et les perspectives d'exploitation d'eau lunaire, la réalité nous a rattrapés. L'espace utile est saturé. Nous sommes en plein dans la tragédie des communs de Gareth Hardin. Sans règles, l'intérêt individuel pousse à la ruine collective. Dans l'espace, cette ruine porte un nom, le syndrome de Kessler, une réaction en chaîne de débris qui menacerait de détruire toutes nos infrastructures. Dès lors, ma recherche s'est articulée autour d'une question centrale. La redéfinition des droits de propriété spatiaux est-elle la condition indispensable pour éviter cette tragédie? Pour répondre à cette question, je n'ai pas fait que du droit pur, j'ai choisi une approche croisée, l'analyse économique du droit. Pourquoi? Parce que face à des millions de micro-débris impossibles à identifier ou face aux lacunes juridiques sur les corps célestes, le droit classique est totalement dépassé. Attendre qu'un accident se produise pour chercher un coupable et demander réparation, ça ne fonctionne plus. Mes recherches m'ont permis de prouver en 3 étapes pourquoi les outils économiques traditionnels s'effondrent dans l'espace. D'abord, la taxe. Le prix doit envoyer un signal de rareté, comme l'usage des orbites est gratuit. Les firmes agissent comme si la ressource était infinie. Pigou propose donc une taxe pour leur faire payer ce coût social, mais en orbite basse, ce mécanisme curatif échoue. À cause de l'anonymat des fragments, face à des millions de microdébris invisibles, impossible de savoir qui pollue et donc à qui donner l'amende. De plus, dépolluer gratuitement créerait un aléa moral en incitant les entreprises à polluer de nouveau. Ensuite, le marché. On pourrait espérer que les entreprises négocient à l'amiable pour s'échanger des trajectoires et éviter les collisions, mais ce marché s'effondre immédiatement sous le poids des coûts de transaction, puisqu'il y a beaucoup trop d'acteurs en compétition et trop de débris invisibles pour qu'une négociation privée soit possible à grande échelle. Enfin, la privatisation pure et dure, s'appuyer sur la logique de Demsetz pour découper l'espace ou le sol lunaire en propriété privée exclusive est matériellement impossible. On ne peut pas mettre de frontières sur des trajectoires en mouvement constant. Et de toute façon, le droit international interdit strictement toute appropriation nationale. C'est pour cela que mon travail prouve qu'on ne peut pas régler le problème après le lancement, il faut une régulation avant, basée sur une troisième voie institutionnelle. Je propose de combiner la théorie des clubs de James Buchanan et les travaux d'Elinor Ostrom sur la gestion des communs. D'un côté, on utilise Buchanan pour bâtir la structure externe, donc un club spatial. On ferme l'accès gratuit. Pour monter, il faut obligatoirement devenir membre, ce qui permet d'exclure les resquilleurs et de réduire le nombre d'acteurs pour rendre la discussion enfin réalisable. De l'autre côté, une fois à l'intérieur du club, on applique la méthode d'Ostrom, l'environnement spatial reste inappropriable, mais on distribue des licences d'usage exclusives et temporaires sur le flux des ressources extraites. L'accès est soumis à un cahier des charges strict, comme l'obligation de désorbiter ses appareils en fin de vie ou de partager ses données de vol. Et si une firme ne respecte pas ces critères, la communauté applique elle-même des sanctions graduelles, un avertissement, une suspension, puis l'exclusion définitive du club. Alors sur le papier, ce modèle théorique s'articule parfaitement, mais mener ce travail de recherche a révélé une vraie difficulté méthodologique. Le New Space est une économie en pleine ébullition, connectée à l'ingénierie, au droit international et à la finance. J'ai dû faire des choix drastiques et sacrifier certains développements pour préserver le fil conducteur de ma démonstration. Ce sont d'ailleurs ces arbitrages qui dictent aujourd'hui les perspectives de mon travail. Le plus gros sacrifice que j'ai dû faire à cause du manque de place, c'est de laisser de côté la mise en œuvre politique concrète de ce club, car une fois le modèle économique validé, la vraie question devient géopolitique. Comment on convainc des puissances rivales comme les États-Unis, la Chine ou l'Union européenne de s'asseoir à la même table et d'accepter de déléguer une part de leur souveraineté? C'est le vrai défi pour la suite de cette recherche. En conclusion, ce mémoire démontre que la physique de l'espace nous impose aujourd'hui une limite absolue que l'économie et le droit doivent encadrer d'urgence. Si le syndrome de Kessler s'enclenche de manière irréversible, aucun marché ne pourra subsister. Toutefois, mon travail prouve qu'en changeant de regard, l'analyse économique du droit nous offre des outils concrets pour dépasser les blocages et inventer une véritable gouvernance des communs spatiaux. Je vous remercie pour votre attention.